La disparition. La jeune femme jette furieusement plusieurs journaux sur la table du salon. C'est un scandale. Et pourtant j'avais demandé la plus grande discrétion. L'inspecteur Gaudin regarde Madame Berval et secoue la tête. Je suis désolé, mais votre père est si célèbre. Justement, il est célèbre. Et maintenant tout le monde parle de nous. Mais lisez donc les titres des journaux. Mystérieuse disparition de Roland Delaunay. Enlèvement, meurtre ou suicide. Aucune trace de Roland Delaunay. Mais un suicide, vous vous rendez compte? Nous avons pu garder le secret 2 jours. C'est déjà beaucoup. Quand on fait une enquête, on doit interroger tout le monde, poser des questions. La jeune femme est tellement exaspérée qu'elle n'écoute même pas l'inspecteur Gaudin. Je n'en peux plus. Ce téléphone qui sonne toujours, et ces journalistes devant la porte. Faites quelque chose! Retrouvez mon père, et faites partir les journalistes! Elle sort en claquant la porte. Excusez-la, elle est à bout. Ça fait 2 jours que mon épouse ne dort pas, qu'elle attend un signe, un coup de téléphone. Je vais lui parler. Maxime Berval, le gendre de Roland Delaunay, sort à son tour. Resté seul, Gaudin reprend les journaux. Le roi du luxe disparaît mystérieusement. Monsieur Delaunay, créateur et PDG de la maison Delaunay, est introuvable depuis 2 jours. Est-ce un enlèvement? La famille a peut-être même déjà reçu une demande de rançon. La société Delaunay connaît de graves difficultés financières. Monsieur Delaunay s'est-il suicidé? Alors, vous avez lu? Interroge Maxime Berval en rentrant dans le salon. Une demande de rançon, c'est ridicule. Ils ne savent pas quoi inventer. C'est leur métier. Ils doivent bien écrire quelque chose. D'accord, mais regardez. Une société en difficulté, ça c'est de la diffamation. Ma femme veut porter plainte. De la diffamation, pas vraiment. La société a quelques problèmes, mais vous le savez mieux que moi. Des problèmes, oui, c'est une période difficile. Pour toutes les grandes maisons, il faudrait se reconvertir. Mais parler de difficultés, de faillite ou de dépôt de bilan, c'est très grave pour notre image, pour nos associés, pour les banques. Vous avez raison, mais... Et ces journalistes qui sont dehors. Nous avons des enfants. Ils ont le droit de vivre normalement ou non? Je vais faire partir tout le monde et je laisserai 2 hommes devant votre porte. Vous serez plus tranquille. L'inspecteur tend la main à Maxime Berval. Le préfet m'attend. Il veut suivre personnellement l'affaire. Je sais. C'est un ami d'enfance de mon beau-père. Chez le préfet, l'atmosphère est irrespirable. Alors, inspecteur, vous avez lu les journaux? Madame Berval est exaspérée. Je sais, monsieur le préfet, je viens de chez elle. L'affaire me semble bien compliquée. Plus le temps passe, plus j'ai peur pour la vie de monsieur Delaunay. Qu'avez-vous appris? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. J'ai parlé avec son médecin, tenu par le secret professionnel évidemment, mais il m'a assuré que monsieur Delaunay n'a pas de problème de santé. Selon lui, une amnésie ou un suicide sont tout à fait impensables. Vous avez cherché dans sa vie privée? Il a une liaison, des ennemis? C'est un homme à succès. C'est un bel homme, mais on ne lui connaît pas de liaison. Il était très attaché à sa femme. Oui, je me rappelle. Cette pauvre Mathilde, morte dans cet accident. Ça fait combien de temps maintenant? 2 ans. Oui, 2 ans déjà. Je la connaissais bien. C'était elle, la véritable... La sonnerie du portable de l'inspecteur Gaudin interrompt le préfet. Excusez-moi, monsieur le préfet. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Enfin du nouveau? Oui. Et il n'y a rien? Où? J'arrive. Il y a du nouveau, monsieur le préfet. On vient de retrouver la voiture de Roland Delaunay. C'est la gendarmerie de Beaune qui a appelé. La voiture est stationnée devant la gare. Et Delaunay? Pas de traces de lui, mais on envoie la scientifique sur les lieux. Je vous tiendrai au courant. Chapitre 2.
La noyée du canal de Bourgogne. On a retrouvé la voiture de Roland Delaunay près de la gare de Beaune. À l'intérieur, sur la banquette arrière, il y avait la serviette dont il ne se sépare jamais. Mais elle était vide. Gaudin laisse la brigade scientifique au travail. Apparemment, il n'y a aucun signe de violence. Pas de sang, pas de désordre. Rien. Sauf un mégot dans le cendrier du tableau de bord. Monsieur Delaunay ne fume plus depuis longtemps. La voiture était fermée à clé. Interrogés, les employés de la gare n'ont rien remarqué. On a sûrement volé les papiers qui étaient dans la serviette. Mais qui et pourquoi? Se demande l'inspecteur. Il quitte Beaune pour se rendre au siège de la société Delaunay. Il veut en savoir plus. La maison Delaunay, située au centre de Dijon, se trouve dans un ancien hôtel particulier. À l'intérieur, on respire l'ordre, le luxe et le calme. Pas un bruit, pas un mot prononcé plus haut que l'autre. Quand il aperçoit l'inspecteur, Maxime Berval se dirige vers lui. « Alors, vous l'avez retrouvé? Il y a des indices dans la voiture ?» Comme ses collaborateurs le regardent, curieux, il entraîne l'inspecteur. « Venez dans mon bureau, nous parlerons plus tranquillement. » Le bureau de Maxime Berval ne ressemble pas au reste de l'immeuble. Tout y est moderne. Au centre de la pièce, sur le bureau en cristal, se trouve un ordinateur portable et au mur, des tableaux abstraits aux couleurs vives. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il. Et il indique à l'inspecteur un fauteuil en face de la grande fenêtre. « Votre bureau est très moderne. » « Oui, les nouveaux créateurs m'ont donné quelques idées. » L'inspecteur raconte les derniers événements de l'enquête. « Je ne comprends pas cette serviette vide, » dit-il en conclusion. « Vous avez une idée de ce qu'elle contenait ? La dernière fois que vous avez vu votre beau-père, c'était au conseil d'administration, quelques heures avant sa disparition. » « Oui. D'ailleurs, vous avez interrogé toutes les personnes qui y ont participé. » »« Oui. Parlez-moi des habitudes de M. Delaunay. » »« Mon beau-père est très réservé. Il travaille beaucoup chez lui, le soir, seul. Il dit toujours qu'il se concentre bien mieux qu'ici, où on le dérange continuellement. » L'inspecteur Gaudin n'insiste plus. Il sait que Maxime Berval ne dira rien de plus. Même si Berval admire sincèrement son beau-père, il y a de profondes divergences entre eux. Berval voudrait moderniser l'entreprise Delaunay, créer une gamme de produits en vente sur leur site internet pour toucher une nouvelle clientèle, plus moderne, plus jeune et surtout plus nombreuse. Il a même déjà pris des contacts avec des entreprises polonaises ou roumaines, où la main-d'œuvre est moins chère. Roland Delaunay s'oppose à cette idée. Pour lui, un objet griffé Delaunay ne peut être fabriqué qu'en France et ne peut surtout pas être vendu sur le net. Au commissariat, quand l'inspecteur pousse la porte de son bureau, Mercier, son jeune collaborateur de la brigade criminelle, l'interpelle. « Inspecteur, venez, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. La noyée du canal de Bourgogne, la jeune femme qu'on a repêchée hier. »« Oui, eh bien... » ?»« Eh bien, on l'a identifiée. Elle s'appelle Virginie Berthaud. Et, surprise, il y a un mois, elle faisait un stage à la maison Delaunay. » Chapitre 3. Une curieuse coïncidence. Gaudin est horrifié. On vient de lui montrer le cadavre d'une jolie jeune femme de 25 ans, tuée brutalement, d'un coup violent à la tête. Une profonde blessure à la nuque a provoqué la mort qui remonte à environ 48 heures. 48 heures. Et ça fait 2 jours que Delaunay a disparu, pense Gaudin. Son assistant vient vers lui. Virginie Berthaud, née le 25 juin
1977 à Château-Chinon. Études supérieures à HEC. Étudiante brillante, il paraît. Elle était dans la région pour un stage chez Delaunay. Et sa famille? Ses parents vivent à Château-Chinon. Elle a une sœur, plus jeune qu'elle, et qui va encore au lycée. Vous les avez avertis? Oui. Nous avons appelé la gendarmerie de Château-Chinon. Nous leur avons demandé de les accompagner pour reconnaître le corps. Le lendemain matin, Gaudin arrive au siège de la maison Delaunay en même temps que Maxime Berval. « Bonjour, inspecteur. Il y a du nouveau ?» Il le précède dans son bureau. « Alors ?» demande-t-il, tout en allumant son ordinateur. « Oui, dit Gaudin. il y a du nouveau. Virginie Berthaud. Ce nom vous dit quelque chose? Virginie? Mais bien sûr. Elle a fait un stage chez nous. Mais pourquoi? Que pouvez-vous me dire sur elle? Une jeune femme très compétente. Elle sort de HEC, où j'ai fait moi-même mes études. En plus, elle est de la région. Je l'ai engagée dès que j'ai vu son CV. Mais pourquoi? Qu'a-t-elle à voir dans toute cette histoire? Elle est morte. Assassinée. Il a prononcé ces 4 mots lentement, tout en observant leur effet sur Maxime Berval. Ce dernier semble sincèrement bouleversé. Virginie est morte? Mais ce n'est pas possible. Assassinée? Mais qui a fait cela? Pourquoi? Et vous ne croyez tout de même pas que cela peut avoir un rapport avec la disparition de mon beau-père? Avouez que c'est troublant. Un homme disparaît, une jeune femme est assassinée. Ils se connaissaient. Ils avaient des rapports de travail, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Avec qui mademoiselle Berthaud était-elle en contact ici? Pas vraiment avec mon beau-père. Il l'appelait parfois. Elle a même assisté à des réunions. En fait, c'est plutôt avec moi qu'elle a travaillé. Et quelquefois avec ma femme, qui est directrice de l'administratif dans l'entreprise. Moi, je m'occupe davantage du secteur technique. On discutait beaucoup. Des discussions privées? Quoi? Qu'allez-vous penser? Non, des discussions de travail, de déontologie, dit Berval en souriant. Comment ça, de déontologie? Oui, ça va vous sembler bizarre. Virginie avait une grande passion, ou plutôt un idéal. Concilier le commerce et la morale, l'argent et l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voulait aider les pays sous-développés et leur donner les moyens de sortir de leurs conditions, sans les exploiter. Au début, je la considérais comme une illuminée, une folle. Au début. Et puis? Et puis, j'ai compris qu'elle avait vraiment des propositions intéressantes. Je suis sûr qu'elle avait un grand avenir devant elle. En disant ces mots, il se cache les yeux. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à y croire. Une dernière question. Elle a fini son stage il y a 1 mois. Vous l'avez revue depuis? Non, elle n'est pas revenue ici. Pas seulement ici. En privé? Maxime Berval fixe l'inspecteur Gaudin. Non, monsieur l'inspecteur, ni ici, ni hors d'ici, dit-il énervé. Chapitre 4. La maison Delaunay. Pendant toute la journée, Gaudin enquête dans la maison. Il est sûr que c'est là, dans l'entreprise, qu'il trouvera le lien entre la disparition de Delaunay et la mort de Virginie. Tout le monde appréciait Virginie. Roland Delaunay lui a même proposé un poste, un contrat intéressant. Mais Virginie a refusé. Elle voulait aller en Thaïlande. Une rêveuse, une utopiste, dit M. Dupré, le chef du personnel. Refuser une telle offre, quand tant de gens cherchent du travail. Les cadres du marketing, surtout Bertrand, parlent des divergences qu'ils ont avec M. Delaunay. Et mademoiselle Berthaud,
De quel côté était-elle? Du côté de M. Berval ou du côté de M. Delaunay? Demande Gaudin à Monsieur Bertrand, le directeur du service marketing. Virginie? Ça, je ne peux pas vous le dire. Elle aimait assez les idées de Berval. Elle disait que faire travailler un atelier du tiers-monde pour Delaunay, c'était une bonne idée, mais qu'il fallait proposer des conditions acceptables. Delaunay ne voulait pas en entendre parler. Pour lui, la qualité ne se fabrique qu'en France. À mon avis, c'est un inconscient. Il conduit la maison à sa ruine. On sait qu'il faut innover. Il devrait passer la main à son gendre. Lui, au moins, il a les idées claires. Il veut ouvrir le marché. Comment ça, ouvrir le marché? Qu'est-ce que cela signifie? Demande l'inspecteur. Un produit qui porte la griffe Delaunay coûte de plus en plus cher. Pour faire un sac ou un portefeuille, il faut payer des artisans. Les coûts de production sont trop élevés et les prix de vente aussi. Et pour quelle clientèle? Un nombre limité de personnes riches, bien sûr, mais ce n'est plus suffisant. La concurrence est trop forte. Si nous proposons des objets griffés Delaunay dans les grandes surfaces ou dans les magasins d'un certain standing, mais abordables comme les Galeries Lafayette, ou sur le net, avec une bonne campagne publicitaire, nous aurons une clientèle moins riche, mais beaucoup plus nombreuse. Mais Virginie était favorable aux idées de Berval? Insiste l'inspecteur. Oui, en règle générale, oui, mais aux conditions que je vous ai dites. Des ateliers hors de France à des tarifs corrects. Ces conditions-là ne sont pas assez avantageuses. Il n'y a pas assez de profit. Au service de la comptabilité, Gaudin poursuit son enquête et interroge Monsieur Cohen, le chef comptable. Alors ces bruits de faillite sont-ils fondés? Faillite, c'est exagéré. Vous savez, l'entreprise a un capital qui permet encore de faire face aux difficultés. Des difficultés assez considérables d'après ce qu'on m'a dit. Précise Gaudin. Oui, les ventes sont en baisse et les coûts de production sont en hausse constante. Vous savez, la main-d'œuvre, et surtout la main-d'œuvre qualifiée, coûte très cher. Et les objets qui portent la griffe Delaunay sont un peu démodés. Mais vous avez engagé de nouveaux créateurs. Oui, Monsieur Berval a engagé de très bons stylistes. 2 Allemands, le jeune Günther Schranz et la célèbre Birgit Berstein. Et un Italien, Giancarlo Castaldi. Tous sortis d'une école italienne. Ce sont les meilleurs pour le design. Mais il y a un problème d'image. D'image? Oui. Associer une griffe classique, comme la griffe Delaunay, à des objets, à des styles modernes, ce n'est pas facile. La clientèle actuelle ne suit pas. Il faudrait élargir le secteur. Comme le veut le gendre de M. Delaunay. Oui, son gendre et aussi M. Bertrand du service marketing. Et Mademoiselle Berthaud? À ce nom, le chef comptable a un léger sursaut. Mademoiselle Berthaud? Ce n'était qu'une stagiaire. Oui, mais elle était assez proche de la direction de Roland Delaunay. De M. Delaunay et de son gendre. Gaudin fait semblant de ne pas remarquer l'allusion du chef comptable. Alors, quelle était son opinion? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait de grandes qualités. Elle aurait pu apporter beaucoup à l'entreprise. Décidément, elle n'a pas eu de chance. L'inspecteur repense à ses interrogatoires. Il essaie de trouver le mot, l'intonation, le silence qui pourrait le mettre sur la bonne piste. Quand son adjoint l'interpelle. « Inspecteur, on a trouvé quelque chose d'intéressant chez les parents de Virginie Berthaud. » Chapitre 5. Un paquet d'Allemagne. On a retrouvé, caché au fond d'une armoire, un portefeuille et un sac portant la griffe Delaunay. Comment Virginie s'est-elle procuré ces accessoires? Pourquoi les cachait-elle? Les avait-elle volés? Ou, plus vraisemblablement, est-ce un cadeau de quelqu'un de la maison? Maxime Berval, par exemple.
L'inspecteur repense à l'allusion du chef comptable. Monsieur Delaunay ou Monsieur Berval. Le lendemain matin, Gaudin se met en route pour Château-Chinon pour interroger les parents de Virginie. Il conduit prudemment sur les routes tortueuses qui mènent à la ville. Les ceps de vigne sont alignés sur les coteaux. Les vendanges sont désormais terminées. L'inspecteur Gaudin se demande si, après tout, ce n'est pas qu'une banale histoire passionnelle, une liaison entre Maxime et Virginie, ou Virginie et Roland Delaunay. Qui sait? Il est 9 heures quand il arrive devant la maison des Berthaud. Le père de Virginie est un homme d'une 60aine d'années, au visage jovial, maintenant durement touché par la mort brutale de sa fille. Bonjour, monsieur. Je suis l'inspecteur Gaudin. Je voudrais vous poser quelques questions. Je sais que le moment est douloureux pour vous. Mais ce n'est pas l'inspecteur Mercier qui est chargé de l'enquête sur Virginie? Si, mais j'enquête sur la disparition de monsieur Delaunay, et l'assassinat de votre fille a sûrement un rapport avec cette histoire. Venez, entrez. Claudine, la jeune sœur de Virginie, est dans le salon. En voyant l'inspecteur, elle se lève. Restez, mademoiselle. Vous pouvez peut-être nous aider. Ma femme est dans sa chambre. Le médecin lui a donné des calmants. Elle dort, Je comprends. dit l'inspecteur. J'essaierai de vous déranger le moins possible. Je voudrais savoir si Virginie a parlé de son stage. Que disait-elle? Elle ne parlait pas beaucoup de son travail. Elle parlait de Monsieur Delaunay, si gentil avec elle. Savez-vous pourquoi elle a refusé le poste que monsieur Delaunay lui a offert? Et il lui a offert de travailler pour lui? Mais elle ne nous l'a pas dit? Vous savez, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Une bourse, des petits boulots. Mais refuser un emploi chez Delaunay, c'est de l'inconscience. Et les accessoires que l'on a retrouvés hier cachés au fond de son armoire, quand les a-t-elle apportés? Je ne sais pas, inspecteur. Quand Virginie rentrait, vers 6 heures, je n'étais pas toujours chez moi. Ça dépend des postes à l'usine. Toi, Claudine, Virginie t'a dit quelque chose? La jeune fille regarde son père, puis l'inspecteur. Gaudin insiste. Mademoiselle, si vous savez quelque chose, il faut parler. J'avais promis à Virginie de ne rien dire. Elle a reçu un paquet. J'étais seule à la maison. C'est moi qui ai signé. Je l'ai mis dans sa chambre. Le soir, elle m'a demandé de ne pas en parler. Mais je ne sais pas si c'est ce que vous avez retrouvé dans l'armoire. Je n'étais pas là quand Virginie l'a ouvert. Un paquet? Vous voulez dire que c'est le facteur qui l'a apporté? Oui, il venait d'Allemagne. D'Allemagne. Et il est arrivé quel jour précisément? Attendez, j'étais à la maison parce qu'il manquait un prof au lycée. On est rentré à 11 heures ce jour-là. C'était vendredi. Vendredi, il y a 2 semaines. Vous êtes sûr? C'est très important. Et l'inspecteur sort son agenda. Vendredi, il y a 2 semaines, c'était le 9 novembre? Oui, vendredi 9, c'est ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, une dernière question. Virginie fumait? Oui, un peu. Quelle marque fumait-elle? Des cigarettes légères, mentholées. Gaudin décide de se rendre au bureau de poste, vérifier les affirmations de Claudine. Mais on l'appelle du commissariat de Dijon. « Inspecteur, il y a du nouveau !»« Quoi? J'ai encore affaire ici. C'est important? Oui, inspecteur. Les accessoires que l'on a retrouvés chez la victime, ce sont des faux. »« Des faux? Exactement. Des imitations. Parfaites. Ou presque. Mais l'expert est formel. Ce sont des contrefaçons. » Chapitre 6. Défaut presque vrai. Au laboratoire, Gaudin trouve une grande effervescence. Son supérieur est là, avec un collègue de la répression des fraudes. « Inspecteur Gaudin,
Vous aviez sur le dos une disparition, un homicide. Maintenant, voilà une affaire de fraude. Vous en êtes sûr? Il s'agit de contrefaçon? Absolument. Nous nous en sommes aperçus grâce au portefeuille. Regardez attentivement. Voici un Delaunay authentique. Et voici celui que nous avons trouvé chez Virginie Berthaud. L'inspecteur observe, tâte les deux portefeuilles. À mon avis, ils sont tout à fait semblables. Il y a le dé de la griffe Delaunay. Oui, mais regardez bien. Regardez la couture. Les points sont parfaitement réguliers. Les vrais Delaunay sont cousus main. Les points n'ont pas tous la même longueur. Et puis le cuir. Regardez le grain. Il est différent. Les Delaunay sont fabriqués en France. Touchez! Il faudra quelques jours pour en savoir plus. Mais ce sont des faux. Ça, on peut vous l'affirmer. Et d'où peuvent-ils provenir? D'un atelier clandestin, c'est certain. Il y en a tellement. À Dijon, vous croyez? Peut-être pas ici, mais à Paris ou à Lyon. Ou en Allemagne? Plus qu'une question, c'est une affirmation qui surprend le supérieur de Gaudin. En Allemagne? Oui, il y a aussi des ateliers clandestins là-bas, comme partout en Europe. Mais pourquoi là-bas? L'inspecteur raconte alors ce qu'il a découvert à Château-Chinon. J'envoie quelqu'un à Château-Chinon vérifier auprès des services postaux. Mais Claudine Berthaud n'a pas de raison de mentir. En attendant, je vais interroger Maxime Berval. Maxime Berval est dans son bureau avec sa femme. En entrant, Gaudin a l'impression d'interrompre une discussion animée. Maxime et son épouse sont debout, lui devant la fenêtre, elle en face du bureau. C'est elle qui reprend la parole la première. Ah, inspecteur, asseyez-vous, je vous laisse. Bonjour, madame. Vous pouvez rester si vous voulez. Non, je dois rentrer. Mes enfants m'attendent. Au revoir. Alors, inspecteur? Demande Maxime, l'air absent. Du nouveau? Nous avons fait une perquisition au domicile de Virginie Berthaud. Au fond d'une armoire, nous avons trouvé un portefeuille et un sac, griffé Delaunay. Maxime Berval reste impassible. Nous avons fait examiner ses accessoires. Ce sont des contrefaçons. Des contrefaçons. Chez Virginie. Oui. Saviez-vous qu'on fabriquait des faux Delaunay? Non. Qu'est-ce que vient faire Virginie dans cette histoire? Monsieur Berval, vous m'avez dit que vous avez déjà pris des contacts avec des entreprises à l'étranger pour fabriquer des produits moins chers. Oui, mais pas des contrefaçons. Ce n'est pas la même chose. C'est absolument illégal. Et ça va contre les intérêts de notre maison. Vous vous rendez compte? Oui, je me rends aussi compte que cela mettrait votre beau-père en difficulté et pourrait renforcer votre position dans l'entreprise. Mais comment pouvez-vous dire une chose semblable? Je ne m'entends pas très bien avec mon beau-père, mais cela ne veut pas dire que je veux liquider son entreprise. Si vous continuez avec ces insinuations, je vais appeler mon avocat. Je suis désolé, monsieur Berval, mais je dois faire mon travail. Les objets que nous avons trouvés sont des imitations parfaites, du travail de professionnels. Vous pouvez m'expliquer comment se passe le lancement d'une nouvelle ligne? Qui décide sur les nouvelles collections? Eh bien, nous donnons des indications à nos stylistes, qui dessinent la nouvelle ligne d'accessoires. Qui visionne ces projets? J'examine d'abord leurs projets. On en discute, et puis mon beau-père donne son accord. Donc, vous avez vu les dessins des nouvelles collections? Oui, naturellement. Et vous êtes le seul à les avoir vus? Oui, pour l'instant. Mais pourquoi toutes ces questions? Parce que le sac que nous avons retrouvé chez mademoiselle Berthaud, le faux Delaunay, est une imitation parfaite d'un sac de la nouvelle collection. Un sac que personne n'a encore vu, sauf vous, monsieur Berval. Chapitre 7. Un ami de retour. Le lendemain, à Château-Chinon, Gaudin assiste aux funérailles de Virginie. L'autopsie a confirmé les premières conclusions. Mort brutale, provoquée par un coup violent à la nuque.
Le corps a ensuite été jeté dans le canal de Bourgogne, où il est resté sûr que c'est Virginie qui a fumé cette cigarette, même s'il n'a pas encore les résultats du test de l'ADN sur la salive. Elle a rencontré Roland Delaunay, elle lui a parlé, et elle a été tuée. Au même moment, Roland Delaunay a disparu. Devant l'église, un service d'ordre discret tente de préserver l'intimité et la douleur de la famille. Au cimetière, l'inspecteur se tient légèrement à l'écart. Il distingue les simples curieux, la famille et puis les amis. Des jeunes, sans doute des camarades de promotion, des élèves de HEC. Plusieurs voitures qui suivent le corbillard sont immatriculées à Paris ou dans la région parisienne. Bien, je vous laisse. Dit-il à son assistant. Je n'apprendrai rien d'intéressant ici. Je rentre à Dijon. Vérifiez quand même l'identité de ces personnes. L'attitude de Maxime Berval l'intrigue. Il n'arrive pas à cerner sa personnalité. Pour l'heure de l'assassinat de Virginie, il a fourni un alibi en béton, un dîner d'affaires, dans le plus grand restaurant de Dijon. Un alibi trop parfait. Gaudin relit pour la 3e fois le procès verbal de l'interrogatoire. Quand quelqu'un pousse timidement sa porte. « Pardon, je cherche l'inspecteur Gaudin, » dit un jeune homme. Gaudin reconnaît un des jeunes gens qui étaient ce matin à l'enterrement de Virginie. « C'est moi. Entrez. » « Je voudrais vous parler. » Le jeune homme hésite. C'est à propos de Virginie Berthaud. « Oui, asseyez-vous. » Gaudin essaie d'être le plus affable possible. Apparemment, ce jeune homme a envie et peur de parler à la fois. « Vous connaissez bien Virginie? Je vous ai vu à l'enterrement ce matin. » Oui, nous avons fait nos études ensemble, à Paris. Nous sommes de la même promotion, de HEC. Et surtout, nous avions les mêmes idées. Nous militions tous les deux pour la même association, pour aider les pays en voie de développement, les... Oui, j'en ai entendu parler. Je sais de quoi il s'agit. C'est un mouvement international. Je rentre d'un voyage d'études. Hier, j'étais encore en Allemagne. En Allemagne? Oui. D'abord, j'ai visité des ateliers des pays de l'Est. La Roumanie, la Hongrie, la Pologne. Ce sont des ateliers plus ou moins clandestins. Nous essayons de parler avec les travailleurs. Et dans un de ces ateliers, où on fabrique des accessoires en cuir, j'ai remarqué, dans un carton mal fermé, des objets griffés Delaunay. Des faux, naturellement. Je savais que Virginie faisait un stage dans cette maison. Alors j'ai subtilisé un sac et un portefeuille. Et puis, une fois en Allemagne, à Francfort, je lui ai expédié les objets. alors c'est vous? Pourquoi m'en parlez-vous seulement aujourd'hui? Je suis rentré d'Allemagne hier soir. J'ai trouvé sur mon répondeur le message d'un ami qui m'informait de la mort de Virginie. Je ne savais rien de toute cette histoire. C'est en venant à l'enterrement ce matin qu'on m'a tout raconté. L'assassinat de Virginie, la disparition de M. Delaunay. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport. Et puis, j'ai peur. Vous avez raconté cette histoire à quelqu'un d'autre? Non, à personne. Et quand vous avez pris ces objets, vous êtes sûr que personne ne vous a vu? Naturellement. Sinon, on ne m'aurait pas laissé faire. Et qu'avez-vous dit d'autre à Virginie? Elle savait d'où venaient exactement ces accessoires? Oui, je lui avais envoyé un mail. Mais vous croyez que cela a un rapport avec sa mort? C'est possible. Il faut seulement trouver ce rapport. Virginie vous a contacté? Non, aussi parce qu'elle n'avait pas mon adresse. Après Francfort, je suis allé à Stuttgart, puis à Berlin. Je pensais parler de tout ça avec elle à mon retour. Je vous remercie beaucoup. Vous comptez rester à Dijon? Non, je devrais rentrer chez moi à Saint-Cloud. Restez ici, au moins un jour ou deux, sous notre protection.
Êtes-vous prêt à faire une déposition officielle? Chapitre 8. De fortes présomptions. Seul Berval a vu la nouvelle collection. Maxime Berval a pris des contacts avec des entreprises à l'étranger. Et puisque Maxime Berval est en conflit avec son beau-père, avec ses arguments, l'inspecteur Godin réussit à obtenir une signature du juge d'instruction pour une garde à vue du gendre de Roland Delaunay. 24 heures. Pas plus. Et soyez discret. Le plus discret possible, ordonne le juge d'instruction. Au commissariat, face à l'inspecteur Godin, Maxime Berval est beaucoup moins à l'aise que dans son magnifique bureau, au siège de la maison Delaunay. Mais il ne perd pas sa belle assurance. Monsieur Berval, avez-vous revu Virginie Berthaud depuis la fin de son stage? Non, je n'ai aucune raison de mentir. Et pourtant, je pense, moi, que vous l'avez revue, qu'elle vous a montré les contrefaçons. Mais vous plaisantez, j'aurais immédiatement averti la police. Vous ne vouliez peut-être pas faire cesser ce trafic. Que voulez-vous dire? Comment osez-vous? Je veux dire tout simplement que vous saviez peut-être déjà que dans un certain pays de l'Est, il y a un atelier où l'on fabriquait des faux Delaunay. Vous avez pris des contacts pour faire fabriquer des objets à un prix de production plus bas. Ce n'est pas une preuve. Non, mais le sac trouvé chez mademoiselle Berthaud fait partie d'une nouvelle collection et vous êtes le seul à avoir vu les nouveaux modèles. Oui, c'est vrai. J'ai même une copie des dessins dans mon coffre-fort, dans mon bureau. Mais l'entreprise Delaunay m'appartient aussi. C'est ridicule. Écoutez, monsieur Berval, essayons d'imaginer. Vous faites produire des faux Delaunay plus vrais que les vrais. Vous commencez à les écouler. Pas sur tous les marchés, non. Ce sont des imitations trop parfaites. Vous les mettez sur le marché haut de gamme. Et puis, tout d'un coup, vous vous arrangez pour faire découvrir la fraude. Imaginez le scandale. Des faux Delaunay, vendus au prix des vrais, dans les boutiques de luxe. C'est l'image de la maison qui s'écroule. C'est la fin pour le responsable de la maison Delaunay, pour votre beau-père. Mais c'est la fin aussi pour moi. J'ai des parts très importantes dans l'entreprise. Des parts, oui, mais pas la majorité. La majorité, pour l'instant, est toujours dans les mains de votre beau-père. C'est absurde. Je refuse de répondre. Alors je continue. Virginie a confiance en vous. Elle vous parle des faux, mais elle est très intelligente. Elle peut découvrir la vérité, découvrir que vous êtes derrière cette fraude. Et je la tue. Mais j'ai un alibi. Vous avez vérifié? Oui, nous avons vérifié votre alibi. Un très bel alibi. Un dîner dans un grand restaurant où tout Dijon vous a vu. Mais vous êtes assez riche pour payer. Quoi? Comment osez-vous? Maxime Berval se lève, visiblement outré. Je ne dirai pas un mot de plus. Et mon beau-père alors? Je l'ai tué lui aussi. Ou bien fait tuer? Je ne sais pas, mais votre beau-père est la seule personne capable de vous disculper. Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec Virginie, peu de temps avant sa mort. Et si c'était lui? Demande tout à coup Maxime. Appliquons votre raisonnement à mon beau-père. La maison connaît des difficultés parce que les coûts de production sont trop élevés. Alors, il fait produire les accessoires griffés Delaunay à un coût plus bas. Et il les écoule dans le circuit de luxe. Continuez. L'inspecteur suit le raisonnement avec intérêt. Mais il ne révèle pas le poteau rose. Voilà de quoi renflouer les caisses de l'entreprise, non? Oui, ça se tient. Cette fois-ci, Godin est perplexe. Après tout, Roland Delaunay aime son entreprise. Il est prêt à tout pour la sauver. Ça se tient, effectivement, dit Berval. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi donc? Parce que jamais mon beau-père ne pourrait organiser une telle fraude. C'est vous-même qui le disculpez? Je vous l'ai déjà dit et répété, inspecteur. Je ne partage pas les choix de mon beau-père, mais je l'admire profondément. J'ai une parfaite confiance en lui. Il serait incapable de...
Mais un policier les interrompt. Inspecteur, je dois vous parler. C'est urgent. Oui, je viens. J'en ai pour 1 minute, monsieur Berval. S'excuse Godin en passant dans le bureau voisin. Alors, je ne voulais pas être dérangé. Que se passe-t-il? Le chef du personnel des Delaunay vient d'appeler, explique le policier. Un autre employé a disparu. Un styliste. Il ne s'est pas présenté à l'entreprise ce matin. Il est introuvable. Chapitre 9. La maison ne doit pas mourir. Godin quitte précipitamment Maxime Berval. Excusez-moi, je dois vous laisser. Je vous demande encore un peu de patience. Dans le couloir du commissariat, l'épouse de Maxime essaie de l'arrêter. Inspecteur, je dois vous parler. Pas maintenant, je suis pressé. À la maison de Launay, le chef du personnel lui explique que Günther Schranz, un des 3 jeunes stylistes étrangers qui travaillent pour Delaunay, devait reprendre son travail ce matin. On a appelé chez lui en vain. Pourquoi dites-vous qu'il devait reprendre son travail? Il était absent? Depuis quand? Il a pris un congé de maladie il y a 2 semaines. Il devait subir une petite opération au genou. Tenez, voilà le certificat médical qu'il nous a envoyé d'Allemagne. Il y a 2 semaines, oui. Le certificat est daté du 12 novembre. Je voudrais parler avec les collègues de monsieur Schranz. Ils sont allemands, eux aussi. La jeune femme, oui. L'autre jeune homme est italien. Ils sont dans leur bureau. Venez. Les 2 collègues de Schranz confirment. Günther avait souvent mal au genou. Sa décision de se faire opérer en Allemagne par le chirurgien qui le soignait n'a étonné personne. Et mademoiselle Berthaud, vous la connaissiez bien? Oui, elle était très amie avec nous. On se voyait souvent, on préparait des repas italiens ou allemands. Le plus souvent, on se retrouvait chez Günther. Quel rapport avait-elle avec monsieur Schranz? Que voulez-vous dire? Demande la jeune femme, Amitié, camaraderie entre collègues ou autre chose? précise Godin. Camaraderie? Moi, je n'ai rien remarqué d'autre. Et toi, Giancarlo? Le jeune Italien confirme. Oui, camaraderie, c'est tout. D'ailleurs, Günther est fiancé en Allemagne. Je vous remercie. Ah, où habite Schranz? Tout est clair maintenant. Se dit l'inspecteur après avoir interrogé les voisins de Schranz. Mais comment ai-je fait pour ne pas y penser plus tôt? Aux Allemands de terminer le travail. Quelques jours plus tard, Godin se rend aux entreprises de Launay. Il trouve Maxime Berval et son beau-père, Roland Delaunay. « Ah, inspecteur, quel bon vent! Vous avez du nouveau ?» demande M. Delaunay avec impatience. La police allemande a retrouvé Schranz. Il a avoué. C'est lui qui a vendu les projets à une organisation. « Et Virginie? C'est lui ?» Non, ce n'est pas un assassin. En fait, Schranz s'est vendu à une organisation criminelle. Il a accepté de passer les dessins des nouvelles créations pour faire des faux à mettre sur le marché très vite, en même temps que les vrais Delaunay. Le 9 novembre, Virginie Berthaud a reçu le portefeuille et le sac. Le samedi, elle est allée chez Günther. Une voisine l'a croisé dans l'ascenseur. Elle lui a montré le portefeuille. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle allait se jeter dans la gueule du loup. Schranz a pris peur. Il a averti les responsables de l'organisation, puis il est parti se cacher. « Mais cette organisation, les responsables ont été arrêtés ?» Non, ils courent toujours. Ce sont des gens sans scrupules. On ne sait pas qui est à leur tête. Ils font fabriquer ces contrefaçons dans des ateliers semi-clandestins. Ils se déplacent très facilement d'un pays à l'autre. « Alors, tout est terminé ?» demande M. Delaunay. Presque. En fait, je suis venu aussi pour votre fille. Elle peut être incriminée pour faux témoignage. Elle savait où vous étiez. Mais elle l'a fait pour me protéger. Après avoir parlé avec Virginie, j'ai pris un train pour Paris. Je voulais alerter des amis haut placés, leur demander de faire une enquête discrète. Mais le lendemain,
Quand j'ai appris la mort de Virginie, j'ai préféré rester caché dans mon hôtel. J'étais terrorisé. J'ai fait prévenir ma fille par l'intermédiaire de mon médecin. Je l'ai supplié de ne rien dire. Comprenez-la, inspecteur. Elle avait peur pour ma vie. Mademoiselle Berthaud m'avait tout dit. Et elle est morte. Mais la police vous aurait protégé. Proteste Gaudin. C'est facile à dire, après coup, soupire Maxime Berval. Et puis, ma femme a voulu vous parler. Rappelez-vous, quand vous m'avez mis en garde à vue. Mais vous n'avez pas pris le temps de l'écouter, C'est vrai. reconnaît l'inspecteur Gaudin. Bon, je verrai ce que je peux faire. Après tout, vous avez eu assez de problèmes comme ça. Et maintenant, quels sont vos projets? Travailler ensemble, répond sans hésitation Roland Delaunay. La maison Delaunay ne peut pas mourir. C'est vrai. Mais mademoiselle Berthaud, elle, est morte pour la maison Delaunay. On essaiera de ne pas l'oublier, dit Maxime Berval, et de travailler en respectant ses convictions.